Bonjour à tous et merci d'être avec nous donc, pour ce sixième webinaire sur la fertilisation et raisonner sa fertilisation avec les engrais organiques. Donc, il sera quand même majoritairement présenté par Carmen. Tu peux passer, Carmen, merci. Yes. Donc, à nouveau, l'objectif de ce webinaire, c'est bien de renforcer du lien entre vous, les différents participants, que vous soyez fournisseurs de produits organiques, que vous soyez agriculteurs dans différents types d'agriculture. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On est là pour éclaircir certaines notions. Donc, on est parti sur 7 thématiques. Et l'objectif, c'est de mettre en avant les filières locales aussi de valorisation de nos déchets organiques locaux et de bénéficier de conseils pratiques et de retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas aussi à partager avec vous, entre vous. Je vais passer Carmen. Donc là, c'est le sixième de la série des 7 webinaires. Donc, c'est une série qui est organisée en partenariat avec nos adhérents que sont l'association Repère, la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et aussi en partenariat avec la DECAL, notamment pour le dernier webinaire qui sera dans 15 jours sur les engrais verts. Donc, c'est une action qui est financée dans le cadre de Protège par l'UE et via la CPS et également par l'ADEME. Je vais passer. Donc aujourd'hui, c'est Carmen du coup qui est conseillère en agroécologie au sein de l'association Repère qui va vous faire une présentation qui dure une trentaine de minutes. Et après, on prendra l'ensemble de vos questions-réponses à la fin. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions en cours de webinaire, vous les écrivez dans le chat et on traitera tout à la fin. Et comme tous les autres webinaires, c'est enregistré et la partie présentation est disponible en replay. La partie question, du coup, n'est pas enregistrée, enfin n'est pas diffusée plutôt. Et donc, on traite tout à la fin. Et Carmen, je te laisse la main. Vas-y. Ok. Merci Chloé pour l'introduction. Donc, Carmen Royer, conseillère en agroécologie pour l'association Repère. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'utilisation des engrais organiques. Donc, la première question à se poser, pourquoi on apporte des engrais et notamment des engrais organiques? Donc, dans la majorité des situations et des cultures, le sol, il n'est pas capable de fournir tous les nutriments que la culture a besoin si on veut s'assurer un certain rendement. Notamment sur les espèces exigeantes. Par exemple, toutes les espèces maraîchères qu'on cultive, elles sont considérées comme culture exigeante, et aussi parce que pas tout le temps adaptées au contexte pédoclimatique. Donc ça, c'est pourquoi est-ce qu'on apporte des engrais. Et les engrais organiques, en particulier, ils apportent aussi de la matière organique nécessaire à la bonne santé de mon sol. Donc, avant de parler de l'utilisation des engrais, je voulais quand même refaire un petit rappel, un petit point sur le besoin des plantes. Euh, donc, les plantes, elles produisent leur propre matière par le biais de la photosynthèse. Donc, elles ont besoin de lumière, de CO2, d'eau et d'oxygène, notamment au niveau du système racinaire. Donc, c'est ce qui est représenté sur le petit schéma de gauche. Et donc, avant de penser à épandre des engrais, on va déjà s'assurer que notre plante, elle est dans des bonnes conditions. Donc, assez de lumière, comme je viens de le dire, mais aussi dans un sol qui va être structuré et aéré. Et c'est ce qui est représenté sur le petit schéma de droite. Euh, donc, qui nous donne à peu près la composition moyenne d'un sol idéal, d'un sol en bonne santé pour la production de l'école. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans le sol, on a 50% du volume qui est du vide, qui sont des espaces poreux, donc soit remplis d'eau, soit remplis d'air. Et donc ça, pour que la plante puisse avoir un bon développement racinaire et que le cycle de la matière organique puisse se faire correctement au sein du sol, donc de l'oxygène et de l'eau en quantité suffisante. Donc, une fois que voilà, notre plante elle est dans les bonnes conditions physiques, on va dire, on va penser à apporter un engrais. Donc, qu'est-ce qu'un engrais? Donc, c'est un petit rappel du webinaire précédent. Un engrais, on l'apporte, enfin, on en met pour apporter des éléments nutritifs à la culture, à la plante. Donc, ça, c'est l'objectif de l'engrais. Donc, c'est le petit plat de pâtes comme l'avait représenté
Chloé. Et un engrais organique en particulier, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un produit à base de matière organique. Donc, ce sont des matières organiques qui stimulent la vie du sol, mais qui en a également besoin pour être minéralisé, donc pour que les éléments soient mis à disposition des plantes sous forme assimilable par les plantes. Euh, la minéralisation de l'azote et d'une partie du phosphore va être nécessaire pour les rendre disponibles. Donc, c'est ce que je viens de dire. Les plantes, elles sont pas capables d'assimiler les éléments sous forme organique. Donc, il faut qu'elles soient sous forme minérale. Et pour l'azote et une partie du phosphore, ça va être rendu possible par les micro-organismes du sol. Et donc, cette minéralisation, elle va pas avoir lieu tout d'un coup. Elle va être étalé dans le temps, plus ou moins rapide selon le type de matière. Et donc, il faut prendre en compte cet arrière-effet, le fait que les éléments vont être disponibles plus tard, notamment pour l'azote. Donc, dans les engrais organiques, on va distinguer deux grandes classes d'engrais, on va dire, les engrais bruts, qui vont être une matière organique, voilà, qu'on va épandre de brut, comme on l'a prise. Donc, j'ai mis en exemple du fumier, de la vinasse ou du lisier. Et les engrais élaborés, donc là, qui vont être des engrais qui ont subi une transformation de leurs propriétés physiques, par exemple découpés, broyés, séchés, pour faciliter l'utilisation et le transport du produit. Donc là, en exemple, j'ai mis la farine de poisson, l'engrais récif, et les bouts de station d'épuration qui ont été séchés. Donc, ici, c'est un schéma simplifié du cycle de la matière organique dans le sol. Donc, quand la matière organique euh, est apportée au sol, incorporée ou non, donc elle va être découpée par la faune du sol. Et une fois qu'elle sera découpée par cette faune du sol, elle va pouvoir être minéralisée par les micro-organismes, donc c'est la minéralisation primaire, et une autre partie de cette matière qu'on aura apportée va être humifiée par les micro-organismes également. Donc humifiée, c'est stocké sous forme de matière organique stable qu'on appelle parfois l'humus, et qui là va être mon stock d'éléments nutritifs, avec d'autres propriétés aussi, mais notamment mon stock d'éléments nutritifs et qui sera minéralisé dans un second temps, donc on appelle la minéralisation secondaire, plus tard, dans 50, 100 ans, 1000 ans, selon le temps de résidence de la matière dans le sol. Donc nous, euh, ce qu'on cherche avec les engrais, c'est à nourrir la plante, donc c'est qu'on ait un maximum de minéralisation primaire avec un engrais. Et donc, les engrais organiques, ils vont être issus de matières organiques qui sont rapidement minéralisables, fermentescibles, rapidement digestibles. Tout ça, c'est des synonymes. Donc, j'ai entouré, c'est ce que j'ai entouré en rouge ici, c'est ce cycle-là primaire de minéralisation primaire de la matière organique qu'on va rechercher avec les engrais organiques. C'est ce qui est représenté ici sur le graphique. Donc, c'est un graphique que vous avez vu dans le webinaire précédent. Donc, on a différents types de matière organique, différents composts, qui sont les trois courbes les plus basses. Une farine de plume, qui est la courbe la plus haute, et une bout d'industrie du papier, qui est l'autre courbe haute, la bleue. Donc, ça représente le pourcentage du carbone minéralisé en fonction du temps d'incubation, donc en laboratoire. Donc, les courbes qui sont les plus hautes, ça va être les courbes où les matières, elles sont facilement minéralisables. Donc, c'est ce qu'on voyait sur le cycle de la matière tout à l'heure. Donc, les engrais organiques, ils vont être composés de ces matières. Donc, c'est pour ça que les composts, on peut le voir, ils ne sont pas rapidement minéralisables, ils ne sont pas considérés comme un engrais organique. Mais ce qu'on voit aussi dans les courbes des composts, bah, c'est que d'un compost à l'autre, c'est pas la même cinétique. Donc, certains composts vont, vont être plus vite minéralisables que d'autres selon la matière dont ils sont composés au début. Donc, pour que cette minéralisation primaire se fasse, quelles sont les conditions, les paramètres qui vont influer sur la disponibilité de l'engrais après un épandage? Donc, déjà, le produit en lui-même, donc on vient de le dire, l'origine de la matière, le type de la matière duquel il est composé,
et la finesse du produit. Donc, plus le produit il est fin, plus il va être vite disponible, minéralisé par les micro-organismes, parce que ça fait plus de surface d'attaque pour pour les matières organiques, pour les micro-organismes. Pardon. Et ensuite, des conditions pédoclimatiques, mais surtout pédo à l'intérieur du sol. Donc, bien sûr, l'activité biologique. Plus on a d'activité biologique, plus la minéralisation va pouvoir se faire rapidement. Mais pour que j'ai une activité biologique importante, il faut que j'ai une bonne humidité, une température qui va être comprise entre 28 et 35 degrés, ce serait l'idéal, et de l'oxygène de façon suffisante dans le sol. Donc, on en revient à un sol aéré, un sol structuré qui permet la bonne circulation de l'eau et de l'air dans le sol. Donc maintenant, on va regarder élément par élément comment ça se comporte dans le sol. Donc ici, j'ai représenté un cycle simplifié, très simplifié de l'azote pour essayer de voir de mon engrais à ma plante, qu'est-ce qui se passe entre l'apport et l'assimilation par la plante. Donc j'apporte mon engrais organique au sol. Dans cet engrais organique, il va y avoir une proportion d'azote minéral sous forme d'ammonium, le NH4+. Cette part de NH4+, elle va être plus ou moins importante selon ma matière qui compose mon produit organique, mon engrais organique. Et la majorité de l'azote qui va être contenu dans mon engrais organique va être sous forme d'azote organique, le N organique. N, c'est azote. Donc, l'engrais minéral sous forme de NH4 va potentiellement va être mis en solution dans le sol. C'est ce que j'ai présenté par la psychologie d'eau. Les plantes, elles absorbent les nutriments dans l'eau du sol, dans la solution du sol, sous forme d'ions en suspension dans l'eau. Donc, le NH4 va pouvoir être assimilé par les plantes. Selon la culture, elle va en prélever plus ou moins. Il y a des cultures qui vont en prélever plus que d'autres. Ensuite, donc ça, c'est pour le NH4. De l'autre côté, on a l'azote organique qui compose la majeure partie de notre engrais organique. Lui, il va pas être disponible pour la plante. Les formes organiques sont pas disponibles pour la plante. Donc, il va devoir être d'abord minéralisé, digéré par les micro-organismes de mon sol. Une première fois, qui va être amené sous forme de NH4, là d'ammonium. Donc, il peut y en avoir une partie qui se met en solution pour la plante. Encore une autre étape de minéralisation, là cette fois-ci qui va transformer mon azote en nitrite, qui là est une forme d'azote qui n'est pas assimilable par les plantes. Et ces nitrites vont être encore décomposés par les micro-organismes pour cette fois-ci qu'ils arrivent à leur forme minérale qui est absorbée, enfin les plantes absorbent l'azote en grande partie sous forme de nitrate, donc NO3-, qui va se mettre en suspension dans le sol et qui va pouvoir être assimilé par les plantes. Donc, une fois que l'azote il est sous forme de nitrate, il reste en suspension dans le sol et ce qui ne va pas être assimilé par la plante va être perdu par les lessivage. Là, le seul azote qui est stocké dans le sol, ça va être l'azote sous forme organique. Donc, ce cycle, il va se faire plus ou moins lentement selon le type de matière. Donc, c'est ce qui est représenté ici sur le graphique. Donc, en abscisse, on a le temps. Donc, c'est un nombre de jours normalisé. Donc, c'est en laboratoire. Ça s'arrête à 224, je crois. 200 et quelques jours en laboratoire qui représentent une année au champ, en gros. Et en ordonnée, c'est l'azote minéralisé en proportion de l'azote organique apporté dans la matière au départ. Donc, ce qu'on voit, c'est que selon le type de matière, ben, l'azote il va être minéralisé plus ou moins rapidement et en plus ou moins grande proportion la première année. Euh, et on voit donc tout ce qui va être au-dessus de la courbe, on va les classer dans des engrais qui vont permettre de nous apporter de l'azote. Et ce qui va être en dessous de la courbe, c'est dans le négatif pour l'azote, c'est ce qu'on appelle une fin d'azote. Il va y avoir une immobilisation de l'azote qui sera rendue disponible plus tard, l'année d'après, 3 ans après, 4 ans après, on ne sait pas trop. Et donc là, c'est pas des engrais, c'est des amendements. Et donc, je vous montre tout ça, c'est pour vous montrer que voilà,
l'azote, ça va vraiment dépendre du type de matière organique et après des conditions du sol aussi, mais c'est assez compliqué de prévoir le devenir de l'azote. Pour le phosphore, donc le phosphore, pareil que l'azote, il y a une partie du phosphore qui est sous forme minérale et qui va pouvoir être euh, mise à disposition, assimilable par les plantes après épandage, en étant mise en solution dans le sol, et une partie du phosphore qui est sous forme organique et qui va devoir être minéralisée par les micro-organismes pour ensuite se retrouver sous forme minérale assimilable par les plantes. Ce qu'il faut savoir avec le phosphore, c'est que quand on apporte un engrais, les formes minérales, elles vont très vite être absorbées par les argiles ou les oxydes de fer ou d'aluminium ou fixées avec le calcium sous forme de phosphate. Euh, avec les engrais de synthèse, il y a une très très grande partie, voire une majorité du phosphore qui est apporté par l'engrais et qui va être fixé. Ce phénomène, il est un peu réduit avec les engrais organiques, donc c'est on va dire un plus des engrais organiques. Le phosphore va mettre plus de temps pour se bloquer dans le sol, mais ce phosphore bloqué, il n'est pas perdu à jamais et il va pouvoir être redonné pour les plantes grâce à l'activité des micro-organismes. Donc, pour augmenter ces réserves de phosphore dans le sol, il va falloir notamment en augmentant son activité biologique, on va pouvoir aller chercher du phosphore qui ne serait pas disponible sans cette activité biologique. Pour la potasse, et c'est la même chose pour le calcium, là, il n'y a pas de forme organique de la potasse ou du calcium, ils sont tout le temps sous forme minérale, dans la sève, dans l'eau, dans les cytoplasmes, mais ils ne sont pas liés au carbone. Il n'y a pas de liaison avec le carbone. Donc, c'est pour ça qu'ils sont directs sous forme minérale. Il y a juste besoin que la matière soit découpée en gros. Et avec l'eau, ça va aller se mettre en solution dans le sol et disponible pour les plantes. Et il y a une partie de la potasse et du calcium, ce qui ne va pas être mis en solution dans le sol, va être fixé sur le complexe argilo-humique du sol et qui sera distribué, enfin relargué dans la solution du sol au fur et à mesure que la plante va prélever de la potasse dans l'eau du sol. Le CH va en relarguer pour toujours équilibrer la solution du sol. Donc, en gros, c'est ce qui est représenté avec les coefficients équivalents en grès. Euh, donc, c'est ce qui a été étudié pour essayer de voir, ben voilà, dans combien de temps, enfin, quelle partie va être disponible pour ma culture suivante. Donc, quand on dit pour ma culture suivante, en gros, c'est dans les 3 à 6 mois qui suivent l'épandage. Donc, le tableau à gauche, c'est les coefficients équivalents en grès de l'azote. Donc là, ce qu'il faut, c'est pas retenir toutes les valeurs parce qu'il y en a plein. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de valeurs de coefficients équivalents en grès pour l'azote et que ça va dépendre non seulement du type de matière, donc type d'effluent, là, on voit que d'une matière à l'autre, ça change, et aussi, on voit, et selon la période de l'année où elle va être apportée, donc des conditions en fait de minéralisation. Est-ce que la minéralisation, elle est rapide ou lente? Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a une grande variété de comportements de l'azote selon la matière. Et donc, la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller voir pour mon produit en particulier, quelle est la cinétique de minéralisation de mon produit. Et sur le tableau qui est à droite, on a les coefficients d'équivalence pour le phosphore et la potasse. Donc, la potasse toujours égale à 1, c'est ce que je vous disais juste avant dans le cycle de la potasse. Et pour le phosphore, et ben là aussi, ça va dépendre du type de matière. Mais on peut quand même retenir qu'il y a au moins la moitié du phosphore qui va être disponible pour ma plante et en général plus de 70% pour ma culture. Donc voilà, donc là on a vu comment se comportent les engrais une fois qu'ils sont apportés au sol, comment est-ce qu'ils vont se rendre disponibles
pour la plante. Donc maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on va calculer ma quantité d'engrais. Donc d'abord, on va voir ce que notre sol est capable de nous fournir. Donc pour l'azote, on peut faire des analyses biologiques. Ici, c'est des analyses faites par Célestalab qui nous donnent notre fourniture annuelle d'azote en unités. Unité, c'est l'équivalent de kilo-hectare. Donc la quantité d'azote fournie par mon sol, elle va dépendre de la quantité totale de matière organique et des conditions nécessaires à la minéralisation. On peut aussi faire avec le nitrate sec qui donne une valeur un petit peu moins précise, mais ça peut être fait au champ. Pour le phosphore, on a également cette donnée qui est disponible sur les analyses, mais cette fois-ci sur les analyses qu'on appelle analyses chimiques, donc qui sont moins chères et qui sont plus faits en routine. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on se base sur la méthode d'analyse qu'on appelle Olsen, pour le phosphore Olsen. Et la méthode sur laquelle on se base pour faire nos plans de fertilisation, plans de fumure, c'est la méthode du comifère et qui nous donne des références pour chaque culture, chaque type de sol et chaque réserve qu'on a dans le sol. Donc, c'est pas exactement ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais c'est les références auxquelles on a accès. Et là, je vais vous donner un peu des seuils moyens, mais je répète, ça dépend des cultures et ça dépend des sols. Mais en moyenne, quand on a une analyse de sol où on nous donne plus de 100 ppm, qui est équivalent à 0,1 g par kilo de sol en phosphore, on garde la dose conseillée pour le rendement visé. Et quand on est en dessous des 50 ppm dans notre sol, en gros, on va apporter 3 fois les besoins de la culture. En Nouvelle-Calédonie, on trouve rarement des sols qui dépassent les 50 ppm. Pour la potasse, donc même logique, on regarde nos analyses du sol, notre réserve, on regarde les références qui nous sont données par le comifère. Et en moyenne, au-dessus de 400 ppm, on a des bonnes réserves de potasse dans le sol, donc on va apporter 50% de la dose conseillée. Et en dessous de 200 ppm, on va apporter 50% de plus que le besoin de la culture, donc 1,5 fois plus que ce que la culture a besoin. En Nouvelle-Calédonie, on a une spécificité, c'est qu'on a beaucoup de magnésium dans le sol. Et le magnésium rentre en compétition avec la potasse pour dans l'assimilation par les plantes. Et donc, l'excès de magnésium va ralentir l'assimilation de la potasse. Et donc, ça arrive qu'on observe des carences sur les plantes alors qu'on a mis la dose qui répondait aux besoins de la culture. Donc là, c'est des blocages qui sont au niveau du sol qu'on va pouvoir contourner, par exemple, par l'apport d'engrais foliaires. Donc, on va commencer par regarder quels sont les besoins de ma culture. Donc, la méthode, elle se base sur les exportations de la culture. Donc, pour un certain rendement, ma culture, elle va exporter une certaine quantité d'azote, phosphore, potasse, calcium, magnésium, oligo-éléments de mon sol. Donc là, je me suis basée sur la culture de la tomate, qui est une culture exigeante, comme toutes les cultures maraîchères. Et je vise un rendement de 4 kg de tomates, 4 kg de fruits par pied. Donc le comifère, il nous dit que pour chaque kilo de fruits exportés, ma plante aura besoin de 1,5 g d'azote, 0,5 g de phosphore et 2,9 g de potasse. Pour avoir les besoins de ma culture, je multiplie donc ces exportations par le rendement visé, qui est de 4 kg, ce qui nous donne en besoin de la culture et par plant de tomates, un besoin de 6 g d'azote, 2 g de phosphore et 11,6 g de potasse. Ensuite, on va aller regarder notre analyse de sol pour voir ce que mon sol est capable de me fournir par rapport à ses besoins. Donc, en phosphore, j'ai 54 ppm de phosphore. Donc, c'est plutôt bien pourvu. Donc, on va regarder nos références du comifère qui nous disent que pour cette
quantité de phosphore dans le sol et pour ce type de culture, on va appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5. Pour la potasse, on a 472 ppm, donc ce qui est une réserve assez élevée dans le sol. Et donc, les références du comifère nous disent qu'on va appliquer un coefficient multiplicateur de 0,6 par rapport aux besoins de notre culture. Pour l'azote, on a une analyse biologique qui nous dit 8 unités, soit 8 kilo-hectares d'azote par an, ce qui est négligeable. Donc, on considère que notre sol ne nous fournit pas d'azote. Donc, je répète, chaque culture, chaque situation pédoclimatique, les coefficients multiplicateurs qui sont donnés par les comifères, ils sont différents. Donc, on essaye de prendre ceux qui se rapprochent le plus de notre situation. Donc, grâce à ces coefficients multiplicateurs donc, que j'applique à mes besoins de la culture, les besoins de la culture réajustés avec la fourniture du sol en grammes par plan sont 6 grammes d'azote par plan, ça ne change pas, 3 grammes de phosphore par plan. Là, on a appliqué le coefficient de 1,5, donc de 2, on est passé à 3. Et 6,96 grammes de potasse par plan. On a appliqué le coefficient multiplicateur de 0,6, donc de 11 et quelques, on est passé à 6,96. Donc ça va être les besoins de ma culture une fois que j'ai pris en compte la fourniture du sol. Maintenant, je vais calculer du coup combien d'engrais il faut que j'applique pour pouvoir répondre à ces besoins qui ne sont pas couverts par ma fourniture du sol. Donc j'ai rappelé ici les besoins de la culture. Donc la formule qui permet de calculer mon besoin en engrais, elle est basée, c'est celle-ci. Donc ma quantité d'éléments nutritifs apportés par plan, c'est égal à la quantité de produits apportés par plan multiplié par la quantité d'éléments que ce produit contient, en pourcentage. Je connais l'engrais, donc pour les boues séchées, ils sont donnés dans le guide des produits organiques locaux. Il est de 0,5 pour l'azote, 0,6 pour le phosphore. Donc ça signifie que pour l'azote, j'ai 50% de mon azote qui est contenu dans les boues, qui va être disponible pour la culture, et 60% du phosphore. Pour l'engrais récif, on n'a pas ces coefficients équivalents engrais qui nous sont donnés dans le guide des produits organiques locaux. Donc, je vais chercher dans la bibliographie des coefficients engrais de produits qui se rapprochent le plus. Ici, j'ai pris un produit à base de farine, de sang et de plumes, qui serait, dans ce que j'ai trouvé, c'est ce qui se rapproche le plus. Donc, j'applique un coefficient équivalent engrais de 0,8 pour l'azote et de 1 pour le phosphore. Il nous donne ensuite les apports qu'on a dans le petit tableau bleu clair ensuite. Donc, quand j'apporte 100 grammes de boue ESF, avec le coefficient équivalent engrais, j'apporte à ma culture 2,8 grammes d'azote, 3,2 grammes de phosphore et 0,7 grammes de potasse. Avec la farine de poisson, quand j'apporte 40 grammes de farine de poisson, j'apporte 3,2 grammes d'azote, 3,2 grammes de phosphore et 0,32 grammes de potasse. Donc là, ce qu'on voit par rapport aux besoins de ma plante, c'est qu'on a couvert les besoins en phosphore. Donc, s'il rajoute plus de boue ou plus de farine selon celui que j'aurais choisi d'apporter, eh ben, je vais surfertiliser en P, en phosphore. Et là, on peut avoir des risques de blocage dans le sol au niveau de l'assimilation des autres nutriments ou des risques de pollution de l'eau par les phénomènes de profilation. Donc, avec ces produits-là, on s'arrête là, on ne va pas en mettre plus pour éviter ces risques-là. Donc, il va falloir aller compléter avec d'autres engrais. Dans les engrais organiques locaux disponibles en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas pour l'instant d'engrais qui nous permettent d'apporter que du N ou que de la potasse, ou alors les deux en même temps. Donc, je vais aller chercher dans les engrais du commerce. Donc, j'ai le choix. Soit je suis labellisée Biopacifica, donc je vais travailler que avec des engrais qui sont autorisés par la norme Biopacifica, donc du sulfate de potasse qui nous apporte que de la potasse, et l'Orgalise F qui est un engrais en bouchon qui est fait à base de farine de plume, et là qui nous apporte que de l'azote. Donc en apportant 14 grammes de sulfate de potasse et 15 grammes d'Orgalise F en plus
de mes 40 grammes de récif, je vais avoir couvert les besoins de ma plante. On note aussi que l'apport de récif, donc il nous apporte 2,9 mg de zinc et 29,4 grammes de matière organique. On n'a pas l'information sur la matière organique stable, donc on ne sait pas quelle proportion va effectivement être stockée dans le sol. Si on travaille aussi avec les engrais de synthèse, on peut compléter avec les engrais de synthèse. Donc là, sulfate de potasse, pareil, 14 grammes, 5 grammes d'urée et 100 grammes de boue qui nous permettent de couvrir les besoins de la culture de tomates. Et les boues de station qui apportent également 1,5 g de fer et 68 à peu près milligrammes de zinc. Cette fois-ci, on a l'ISMO, donc on sait que la matière organique stable il y aura 36,1 de matière organique stable apportée par chaque 100 grammes de boue de station de station séchée. Pardon. Euh, et qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, et donc là, je vous ai montré azote, phosphore, potasse, que c'est les éléments qui sont absorbés en plus grande quantité par les plantes et sur lesquels on a plus de références. Mais le principe, il est le même pour tous les éléments qui sont contenus dans les produits. Voilà. Donc, en conclusion, pour si on veut travailler que avec les engrais organiques, mais c'est vrai pour n'importe quel système de culture, mais encore plus avec les engrais organiques, il faut absolument prendre en compte tous les paramètres de fertilité du sol et donc nourrir aussi son sol et pas seulement nourrir la plante. Et donc, ça passe par des apports de matière organique stable, donc des amendements organiques et des couverts végétaux qui vont aller stimuler la vie du sol, apporter de la matière organique et maintenir une certaine structure dans notre sol. Il faut faire des analyses de sol régulières pour surveiller notre stock, être sûr qu'on fait pas on crée pas d'excès dans notre sol ou alors de carence. Et là, j'ai remis le cycle de la matière organique et le petit schéma sur le sol pour réinsister sur le fait que la structure du sol à regarder en premier et que ça va être le premier paramètre de disponibilité de mes engrais. Voilà. Merci. Ben, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous.